Emmanuel Macron, bonjour à vous. Avant de commencer mes mots, je préfère vous montrer d'abord le volume de la dette française en temps réel. La dette française s'élève à, elle est en dollars US, je préfère travailler en dollars US. Elle s'élève à 2 trillions 936 milliards 239 377 000 dollars. Donc, à la fin de mes mots, je vais tenter un calcul rapide sur le volume de croissance de la dette souveraine française. Et par là, du moins, les personnes intéressées pourraient calculer la vélocité de la dette souveraine française. La vélocité, ou simplement dit la vitesse de croissance de la dette française. Dans ces mots que je vous adresse à vous personnellement, pour une question d'optimisation et de rationalisation de nos deux temps, j'éviterai la philosophie, la pensée complexe et l'idéologie. Le mur de la communication et de la transmission de l'information est mon obstacle majeur pour atteindre vos victimes en Afrique, à cause de la France. Les NRI de vos colonies africaines sont quasi nuls. Et de ce fait, ils empêchent les populations de prendre conscience de mes efforts pour les aider, pour des actions d'envergure mondiale qui les affranchiront de votre insultante domination. Les NRI, c'est de Network Readiness Index. Simplement dit, ce sont les taux de pénétration d'Internet dans vos colonies françaises, dans vos colonies en Afrique. Il y a une dizaine d'années, j'ai assisté à une conférence au siège de l'IATA, International Air Transport Association, à Montréal, organisée par un think tank dirigé par un ancien ambassadeur du Canada à l'OCDE. L'OCDE, c'est l'école d'Athènes. Parmi les conférenciers, il y avait des spécialistes dans certains domaines, il y avait des anciens chefs de gouvernement, chefs d'État, de gouvernement, il y avait ceux qui imposent leur idéologie, leurs idées aux dirigeants des États, y compris des dirigeants comme vous. Dans les usages au Canada, il est d'une politesse de saluer les conférenciers à la fin. C'était qu'on appelle un atelier de travail d'une journée, one day working. À la fin, donc, j'ai salué l'ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Je lui ai posé la question, et qui pense à l'Afrique, puisque le sujet de cet atelier, de ce One Day Working, était la prise de contrôle de l'Afrique. Et que devait faire et que doit faire le Canada pour prendre sa part en Afrique. C'était le sujet, le topo. Sa réponse a été un sourire. Avec une poignée de main chaleureuse, nous avons souri. Bon, il y a eu quelques petits mots comme ça, sympathiques. Monsieur, il doit bouger. Quelque chose comme ça, hein. Les Africains doivent se remuer. Après Jean Chrétien, j'ai salué une Française dont j'ai oublié le nom. Cette Française avait parlé de l'introduction des hedge funds, des fonds vautours en Afrique.
par honnêteté, et il est hors de mon propos de lui faire dire des mots alors que je n'ai aucune mémoire de notre échange. Sauf qu'elle m'avait donné sa carte de visite. Bon, ben, le temps a fait que les contacts n'ont pas été établis. Si je vais poser la question, si j'ai voulu aborder la question des hedge funds en Afrique, les fonds vautours, les fonds spéculatifs, les fonds assassins, voilà. C'est parce que j'ai travaillé sur un projet dans lequel des hedge funds sont utilisés dans un pays africain. Il y a aussi 4 ou 5 ans, j'ai assisté à une conférence privée à l'Université de Montréal. Conférence privée, cela signifie qu'elle n'était pas accessible au public. C'est une conférence organisée dans une petite salle de réunion de l'administration de l'Université de Montréal. Elle a été animée par un Français professeur dans une université américaine. Ce Français, dans des mots extrêmement simples, du fait de sa maîtrise du sujet, nous a expliqué Obori, One Belt, One Road Initiative de la Chine. C'était une conférence hors norme de par sa qualité. C'était une conférence hors temps, tellement projection. C'était plus de prospective, de prédiction et de prévision. Maintenant, dans mes mots à moi, pour rendre ce projet Obori, One Belt, One Road Initiative, assez clair dans les esprits des personnes qui vont m'écouter, Obori est tout, sauf une musique chinoise relaxante. Dans Obori, il y a la langue. Les Chinois vont apprendre aux autres de parler le chinois. Les autres vont demander à apprendre le chinois. Il y a des formations. Les Chinois vont former d'autres à leur technologie. Les autres sont obligés d'apprendre les technologies chinoises, le travail chinois. Et le business à la chinoise. Dans Obori, il y a de l'argent, des milliards, des trillions de dollars. Parce que si je commençais à parler en renminbi, en yuan, ce sera des quintillions de yuan. Hein? L'argent. Il y a des relations et de l'économie internationale dedans. Il y a de la démographie. Les Chinois vont expatrier d'autres Chinois pour créer des Chinois dans des pays dans lesquels ils vont travailler. Et il y a l'élément clé. Il y a la guerre. Si les autres puissances, et c'est ce qui se passe actuellement, veulent empêcher la Chine de mettre en œuvre Obori, simplement dit la route de la soie. Hein? Obori, la Chine, il ferait la guerre. Et puisqu'il y a des puissances qui s'opposent à la Chine, le risque de guerre est là. Et avec le niveau de développement militaire de la Chine actuellement,
Je vous laisse le soin d'imaginer le sort de la planète dans une telle situation. Aussi, toujours il y a quelques années à l'Université de Montréal, si je parle de l'Université de Montréal, c'est parce que c'est à l'Université de Montréal que j'ai étudié. J'ai assisté à une conférence de Henry Mintzberg, probablement le plus influent académicien et théoricien en management au monde. Probablement par le plus influent au monde. Hein. Dans le cas où mes mots sont à l'excès, je dirais il est dans les 3 plus influents académiciens de management des organisations dans le monde. Dans sa conférence, ce jour-là, il avait illustré par une photo du pont Victoria qui relie l'île de Montréal à la rive sud. Montréal, c'est à la rive nord, il y a la rive sud. Le pont Victoria se trouve sur le fleuve Saint-Laurent. Le pont Victoria est le premier pont qui a été construit sur le fleuve Saint-Laurent. 1850-1855. À la fin de sa conférence, il a proposé une solution au conflit Inde-Pakistan. Du pont, il a abouti à la résolution du conflit entre l'Inde et Pakistan. Dans mes mots maintenant, la solution au conflit entre l'Inde et le Pakistan peut avoir 2 formes. Une forme par la paix et une forme par la guerre entre 2 puissances nucléaires. Donc le conflit par la force nucléaire entre l'Inde et le Pakistan pourrait intéresser certaines puissances pour au moins un motif, le motif démographique, au moins ça. Laissons les autres motifs de côté. Je passe maintenant au noyau de mes mots pour vous. Je pense que la multiplication durant ces 3 dernières années de coups d'État en Afrique, menés par des biberonnets africains, passés par vos armées, par les armées françaises, armée de l'air, armée de terre, armée de mer. Ces coups d'État sont causés par votre opposition au désir de certains dirigeants africains de s'affranchir du franc CFA, de doter leur pays de banque centrale, avec l'aide de la Russie, de la Chine, ou dans un autre projet rival, la dollarisation des économies africaines. La dollarisation des économies africaines a déjà commencé au Zimbabwe. L'autre pays qui est visé, c'est le Cameroun. Voilà. Donc, pour éviter à vos anciennes colonies africaines de s'affranchir du franc CFA sur lequel je vais revenir après, en se dotant de banques centrales avec l'appui de la Russie, de la Chine, du Japon, des États-Unis d'Amérique, mais pas de la France. La France est dépourvue de moyens. La preuve, c'est la dette. Donc la France organise des coups d'État.
pour les laisser toujours patauger dans les dictatures, dans la violation des droits de l'homme, etc. Pour organiser ces coups d'État, le moyen de la soft power, c'est la modification des constitutions. C'est la première. Donc, c'est un moyen d'organiser un coup d'État, modifier la constitution pour permettre à un dictateur de se maintenir. Voilà. La preuve, elle est sortie des mots d'Idriss Déby, le président du Tchad, et d'autres chefs d'État. La deuxième raison qui pousse la France à organiser des coups d'État, il y a le rejet de plus en plus fort de la France par les populations africaines. Troisième raison. Troisième motif. Il n'y a pas de raison. Troisième motif. L'absence de think tank du type américain ou canadien. Même si les think tanks canadiens sont très peu influents, la France n'en dispose pas du tout. Des think tanks français pour modeler, proposer une nouvelle politique française, la proposer et l'imposer aux Africains. Vous n'avez pas. Donc voici un autre motif. Donc, étant donné tous ces motifs, l'absence de ces motifs chez vous, en France, vous utilisez des coups d'État. La France est sous pression dans l'Union européenne. Premièrement, la dette. Deuxièmement, sa balance des paiements. Et la troisième pression, elle vient de la part de l'Europe du Sud, particulièrement du Portugal et de l'Espagne, qui pourraient demander la surévaluation de leur euro. Je répète pour que les personnes qui me verront ou m'écouteront ne fassent des confusions. Je dis bien, il y a la menace qui vient de l'Espagne et de Portugal par la surévaluation de leur euro, en précisant que l'euro est une monnaie allemande. La surévaluation que pourrait demander le Portugal et l'Espagne peut avoir deux formes. L'augmentation des salaires en Espagne et l'augmentation des subventions de l'Union européenne pour l'Espagne et le Portugal à travers, par exemple, la politique agricole commune, la PAC. En demandant l'augmentation des subventions, c'est une surévaluation. Je répète, c'est une surévaluation. Et dans ce cas-là, il y aura une redonne dans l'équilibre, dans ce qui est appelé en connerie économique l'équilibre. Voilà. Au niveau occidental, tant européen qu'américain, la France jouit de peu de confiance. Les pays européens, le Canada et les États-Unis principalement, en Amérique du Nord, accordent très peu de confiance à la France sous votre direction. Est-ce une impression? Est-ce un sentiment? Est-ce un jugement de qualité? Est-ce un jugement de mépris? Non. Contre le mépris, le racisme et la haine, je suis vacciné. Non, la dette française, que je viens de montrer là, au moins ça. La dette française est passée en négatif. Hein? La cote de la dette française est passée en négatif.
comme ça, elle est passée en négatif. Même certains notateurs de dette souveraine lui mettent un petit rond rouge là, de danger. Maintenant, je viens à l'Afrique à proprement parler. Je viens à l'Afrique proprement parler. Je répète que toutes mes actions en faveur de l'Afrique sont positives et constructives. Que toutes vos actions sont négatives et destructives pour l'Afrique. Vous serez d'accord avec moi sur les vérités suivantes. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les Africains sont vos esclaves. Avec d'autres nations, ils vous ont sauvé du nazisme. Les pays d'Afrique où sévit le franc CFA sont votre banque de ressources naturelles, à laquelle vous empruntez à un taux d'intérêt négatif à valeur absolue supérieure à 95%. Voilà. Certains autres pays africains, certaines autres colonies africaines, françaises en Afrique, sont votre pompe à finances. Avec ces deux derniers éléments, la pompe à finances et les ressources naturelles, je dis que les peuples africains sont victimes de crimes en dépossession et fiducide monétaire. Fiducide monétaire, en anglais, c'est moneycide. La somme non nulle de mes actions constructives, de vos actions destructives contre ces mêmes Africains, est largement en votre faveur en valeur absolue, bien sûr. Cette somme non nulle est largement en votre faveur en valeur absolue, démontre que votre slogan « gagnant-gagnant » ou sans montrer la domination de la langue anglaise, win-win, tant en théorie qu'en pratique, est juste une vue de l'esprit. Somme non nulle, ça n'existe pas en relation internationale. Ouais. Vous utilisez gagnant-gagnant, win-win, pour des fins populistes, démagogiques, hypocrites, électoralistes, tout ce que vous voulez là. Hein? Donc, en parlant du bilan de vos actions et de mes actions, hein, j'éviterai les autres de parler des actions des autres. Le bilan de ces actions, je parle uniquement de ce que vous avez fait auprès de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UMOA et de ce que j'ai fait auprès de ces mêmes organisations. J'ai contacté, soit par message, soit par lettre, des chefs d'État, et président de l'Union africaine et président de la Commission de l'Union africaine. Entre autres, le président du Sénégal, Macky Sall, et le président de sa commission, présidé par le Tchadien, l'ancien premier ministre du Tchad, Moussa Faki Mahamat. Avec Moussa Faki Mahamat, au moins 2 lettres. Notre autre vraiment sanglant affrontement. Nous sommes affrontés et l'affrontement a été sanglant. Peut-être, bien sûr, pas pour votre personne, pas pour ma personne, mais pour les peuples. C'est déroulé autour de la CEDEAO, l'UMOA, que je considère comme étant des organisations intergouvernementales ou des organisations interétatiques internationales
africaine, terroriste, je vous le répète, ce jour, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'Union monétaire ouest-africaine, la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont des organisations terroristes. Voilà, je le répète. Je donne, sans la complicité des Africains décisionnaires, il y a des Africains qui prennent des décisions au sein de ces organisations. Le continent aurait, depuis les factices et pseudo-indépendances de certaines de vos colonies, été sous de meilleurs auspices et de meilleurs horizons, de meilleures perspectives. Ce sont les Africains qui sont complices avec vous. Pourquoi sont-ils complices? Il y a le chantage. Il y a la soumission innée. Voilà. Il y a l'absence de dignité patriotique. Je répète, l'absence de dignité patriotique, de dimension africaniste et humaniste de certains chefs d'État africains, de certains militaires africains. Jamais je ne toucherai à la dignité humaine. Jamais je ne toucherai à la dignité privée des gens. Jamais. Mais au niveau patriotisme, au niveau humanisme, je continue à le dire. Je cite maintenant. Emmanuel Macron, je déteste citer des noms. Maintenant, quand il faut y aller, il faut y aller. Voici les pays, la liste des pays qui sont massacrés par le franc CFA. La première, par la prédation des ressources naturelles, je vous donne. Le Cap Vert, dirigé par M. Neves, ou bien M. Neve, je m'excuse si je coche le nom de monsieur. Il est membre uniquement de la CEDEAO. La Gambie, par Adama Barrow, uniquement CEDEAO. Il est juste membre de la CEDEAO. La Guinée, M. Doumbouya, uniquement CEDEAO. La Guinée-Bissau, Umbalo, membre de la CEDEAO, des trois organisations. Voilà, pour simplifier. Libéria, par l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain et d'un autre club italien, Milan AC ou Juventus, Georges Weah, uniquement membre de la CEDEAO. Le Mali, M. Goïta, le militaire, M. Goïta, il est membre de trois organisations. Le cas du Mali, je traiterai de manière un peu plus profonde. Le Sénégal, par M. Macky Sall, trois organisations, membres de trois organisations terroristes. Sierra Leone, M. Bio, uniquement CEDEAO. Le Bénin, par M. Talon, dirigé par M. Talon. UEMOA et UMOA. Burkina Faso, par Traoré. UEMOA et UMOA. Côte d'Ivoire. Burkina Faso, c'est cité. Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara. UMOA et UMOA. La Côte d'Ivoire est dans de l'eau plus que chaude. Elle est bouillante. Le Niger, par M. Bazoum, que nous avons cisé à 2 reprises, par lettre. Et le Togo, Niassingbe, Fort Niassingbe, membre de l'UEMOA, l'UMOA. Voilà. Ces organisations ont existé bien avant, donc il y a toutes les personnes, tous les chefs d'État qui ont dirigé ces États, qui étaient membres de ces trois organisations, ou membres de 2 organisations, ou d'une et une seule organisation, sont complices avec la France. Maintenant, mes actions ont été à un niveau assez supérieur, c'est vrai, assez supérieur, c'est-à-dire élevé, non par prétention, parce que je m'intéresse aux enjeux internationaux. Les enjeux locaux, j'en ai parlé, bien sûr. C'est en 2014 que j'ai soulevé le problème du droit d'accès à la mer pour les pays sans littoral.
le Mali et le Niger par exemple, ont le droit d'accès à la mer. La mer est un don de Dieu, les océans sont un don de Dieu. Ils ont été donnés pour toute l'humanité. Si les Africains s'entendent entre eux pour donner l'accès à travers l'accès au pays sans littoral, à donner l'accès à la mer à travers leur pays, c'est le droit international qui sera révolutionné par des Africains. Voilà. J'ai abordé la question des crimes contre les civils. Je dis bien, la question des crimes contre les civils. Pour la catégorisation des crimes, il y a le CIPRI. Le CIPRI, il y a bien sûr l'ONU. À partir de quel moment on parle de guerre, à partir de quel moment on parle de conflits internes, de conflits internes internationalisés, etc. Toutes les formes de conflits. Si j'ai posé le problème du crime contre les civils, je l'ai fait pour la mémoire de Hussein Ahmed. C'est lui qui l'a posé le premier. C'est lui qui en a parlé le premier des années 90 en Algérie. À l'époque, ma maîtrise de ces sujets était nulle. Et quand ma maîtrise d'un sujet est nulle, je m'abstiens. Je m'abstiens. Quand je ne comprends pas un sujet, je me tais. Et je fouille, je me documente, bien je suis des formations. Maintenant que j'ai une meilleure compréhension de l'objectif de Hussein Ahmed, oui, j'ai posé le problème de la création d'une nouvelle catégorie de victimes. Victimes civiles, les crimes contre les civils. J'ai travaillé dur. J'ai dépensé de l'énergie pour introduire l'amendement du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, pour inclure le fiducide monétaire, de Monécide, dans les crimes contre l'humanité. J'ai abordé la question du terrorisme et de sa manipulation. Et j'ai exploité les différents sommets que vous avez organisés avec les Africains, et en particulier le dernier sommet Union européenne-Afrique, Union africaine, durant laquelle l'Union africaine représentée par le président Macky Sall. Oui, j'ai fait ma part pour freiner le massacre de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai fait ma part pour freiner, un tant soit peu l'organisation là. Ces derniers temps, il est question de troisième guerre mondiale entre le bloc occidental, pour parler clairement, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Je vous signale que la troisième guerre mondiale se déroule actuellement et depuis belle lurette en République démocratique du Congo. Dans les milieux académiques et universitaires, ce qui se passe au Congo, Zaïre, est classé comme étant la troisième guerre mondiale. Hybride. Celle qui pourrait se déclencher, se produire entre la Fédération de Russie d'un côté et les États-Unis d'Amérique, on sera la quatrième. Mais il ne faudra pas oublier d'ajouter à cette peu probable quatrième guerre mondiale deux autres motifs, deux autres causes. Les désastres des politiques monétaires, de quantitative easing, les assouplissements financiers,
qui sont issus de la crise de subprime 2008-2009, qui a commencé à bourgeonner en 2007 et qui a explosé en 2009. La crise de subprime. Tout l'argent déboursé par, tout l'argent dépensé, fourni par la Federal Reserve, par la Banque Centrale Européenne, ont produit des dégâts dans le monde. Et bien sûr, il y a la Banque du Japon, the Bank of Japan. La Banque du Japon est la pionnière dans les assouplissements financiers, dans les quantitative easings. C'est le Japon qui les a créés. La troisième guerre mondiale, donc, c'est au Congo, à cause des richesses naturelles, entre autres. Et dans ce cas, personne, et dans le cas de cette troisième guerre mondiale qui se déroule au Congo, aucun Africain n'a sollicité l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dirigée par une Africaine d'origine nigériane, Madame Nogzi Okonjo-Iweala. Pourquoi je parle de l'OMC? Parce que presque tous les pays africains sont membres de l'OMC. Comme par enchantement, des pays misérables qui sont membres de l'OMC. Voilà. Mes mots sont durs, ils sont crus. Des pays misérables qui sont membres de l'OMC. Parce que la troisième guerre mondiale qui se déroule au Congo, elle a donné naissance à un conflit entre la Chine et les USA à l'ORD, l'organe de règlement différent de l'Organisation mondiale du commerce. Assez longtemps. Qui a dénoncé, les USA qui ont dénoncé ce qui est devenu maintenant une nouvelle typologie de contrats, les contrats odieux, dits odieux. Donc, s'il y a une guerre mondiale, elle sera la quatrième. Le motif apparent, c'est l'Ukraine. Les causes profondes, au Boli. Et ce que prévoit le World Economic Forum de Davos pour la planète. Le World Economic Forum de Davos, c'est le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, là, Davos, en Suisse. Et il a des projets là pour la planète. Hein. Donc, en faisant assez court, l'ONU a été, il y avait plusieurs tentatives de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Je l'ai dit dans une intervention précédente que l'ONU actuellement risque de subir la SDN, le sort de la SDN, de la Société des Nations, qui a disparu en 1944. Je donne une précision additionnelle. La France a été un repêchage organisé par le Royaume-Uni et les USA pour qu'ils fassent partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Question simple. Est-ce que la France a fait jouer son droit de veto? Ne serait-ce qu'une seule fois. Jamais. Jamais. Un droit de veto qui a été suivi d'un vote favorable des 4 autres membres permanents. Un vote sur une décision de fond, pas les décisions de forme là. C'est l'ONU ça. Jamais. Mais par contre la France doit se plier au droit de veto des USA. Ou bien doit appuyer obligatoirement les USA. Voilà. L'ONU, parmi l'un des affrontements que j'ai eu avec vous, via un de vos ministres et un professeur, la manipulation de l'ONU. Vous manipulez, vous amalgamez tout.
l'ONU, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la force Barkhane, la force Takuba. Takuba et Barkhane sont des forces d'occupation. Voilà. La MINUSMA est formée de soldats de pays sous-développés. Les migrations, les mouvements migratoires, c'est un droit international, il est reconnu par la Charte des droits de l'homme. Deuxième, migration. Elles sont devenues maintenant intra-régions, intracontinentales et non pas intercontinentales. Vous avez très peu de migrants qui viennent et vous pleurez. Pourtant, la démographie déclinante de votre pays, la France, on demande, nécessite de la migration. Vous avez une démographie négative. Et toutes les études internationales démontrent que les migrations sont devenues plus localisées. Hein. Le terrorisme en Afrique. Oh. Plus violent, plus tueur, plus criminel que le terrorisme sur la monnaie et les ressources naturelles. Point de terrorisme. Tous les autres là, les Boko Haram, les Akmi, les Al-Qaïda, les ISIS, etc. Tout ça. C'est des mafias bien organisées, du moins structurées au gré des désirs, des États, de la manipulation par les services secrets, des groupes qui naissent, qui disparaissent, etc., etc. L'une des autres guerres, c'est la cocaïne, les drogues. La Guinée-Bissau est devenue un portail grand ouvert en permanence, ouvert 24 sur 24, 365 jours par année pour inonder toute l'Afrique en drogue, cocaïne, toutes les drogues dures, et l'Europe bien sûr. La religion. Au Canada, voir de la publicité dans le métro pour la religion est banal. Des organisations caritatives agissent sous des motivations religieuses. Il y a des écoles religieuses. Les libertés de culte, de pensée, de pratique, etc. sont une évidence, sont une banalité. Il n'y a qu'en France et dans ces colonies africaines où se pose le problème des histoires de laïcité, de religion, de terrorisme, d'islamisme. Nous vous signalons que parmi ceux qui vous ont combattu, il y avait des musulmans. Parmi ceux qui vous ont aidé, il y a des musulmans. Que ce soit durant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, probablement que parmi ces Africains musulmans qui vous ont aidé à vous libérer de l'Allemagne, il y avait ceux qui disaient Allahu Akbar, sachant qu'il allait mourir pour un pays loin d'être le sien, mais pour une humanité de ce pays qui est comme la sienne. L'humanité. La nation française est une humanité qui mérite aide, respect, solidarité. Et l'humanité de la nation française doit rendre l'appareil aux nations africaines. Problème de religion. Maintenant, continue, un dernier point. À cause de la démographie, justement, il y a un déplacement de la religion chrétienne de l'ouest vers l'est. Vous imaginez une partie de la nation chinoise, indienne, pakistanaise, indonésienne qui deviennent chrétiens? Des chrétiens? Que se passera-t-il? La basilique de Saint-Pierre, là, il y aura un courant d'air dedans.
Un fait, deux faits, je termine mes mots. Deux faits. Après le meurtre d'Idriss Déby, une certaine opposition tchadienne basée en Libye avait promis de faire. Mais elle n'a rien promis. Elle n'a rien fait de ses promesses. Même si je souhaite à la nation tchadienne la paix, elle n'a rien fait. En plus large maintenant. Là, vous avez intervenu, vous en tant que président de la France actuellement. Liban, Libye, Syrie, Maroc, Tchad, Niger, Mali, c'est le désastre. C'est le désastre que vous laissez derrière vous. Emmanuel Macron, je préfère rester là, même si j'ai d'autres points. J'avais prévu de parler d'autres points additionnels, mais je préfère m'arrêter là. Et compromis. Voici le montant de la dette maintenant. Les 3 derniers chiffres, les 9 derniers chiffres, 244 798 800 000. On va arrêter là. 244 800 000. Et ceux qui sont intéressés peuvent reprendre le chiffre du début et le dernier chiffre et calculer la vélocité. Merci de m'avoir écouté, Emmanuel Macron.